Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est votre débat chaque soir à 19h30. On ne parlera pas de politique ni ce soir de François Fillon, on va parler ce soir des parlementaires, des députés qui travaillent et qui ont mis un rapport. On va faire le point ce soir à propos de nos 58 réacteurs, ce sont nos centrales nucléaires, on va en parler dans le détail. Est-ce qu'il est possible de les démanteler, ces réacteurs? Question qui a été posée par des députés qui ont mené une mission et donc une enquête sur une question simple, la faisabilité technique et financière de ce démantèlement. Rapport remis aujourd'hui, conclusion dévoilée aujourd'hui, on va vous les présenter. Il y a quelques zones d'ombre, beaucoup de questions sur le coût réel du démantèlement, parce qu'on n'a qu'un seul chiffre, c'est le chiffre d'EDF qui parle de 75 milliards d'euros, mais certains évoquent une ardoise supérieure. Et puis il y a un débat évidemment sur la politique énergétique du gouvernement, parce que c'est le gouvernement, c'est le président de la République qui décide de la stratégie, avec évidemment cette promesse numéro 41 de François Hollande à propos de la fermeture de Fessenheim. Eh bien, à la fin de ce quinquennat, Fessenheim n'aura pas fermé. C'est une centrale dite dangereuse. Elle est ancienne. On y reviendra. C'est repoussé à 2018 et peut-être même que le futur président repoussera encore la fermeture de cette centrale. Rappelons quand même que le gouvernement avait annoncé de faire passer de 75 à 50% la part de nucléaire dans la production d'électricité. Et là aussi, le compte n'y est pas. On parle ce soir évidemment de cette question du démantèlement. Il y a un débat technique, il y a un débat financier, puis il y a un coût social. Évidemment, on se souvient des manifestants, des salariés de Fessenheim qui évidemment s'inquiètent pour leur travail. Est-ce qu'on est prêt techniquement, financièrement? C'est la question qu'on se pose ce soir avec nos invités. LCP.fr, vous connaissez l'adresse, le JDD qui est notre partenaire. Il y a beaucoup de votants ce soir et on verra évidemment ce vote. 4 invités, le rapporteur, la rapporteure et le président. Barbara Romagnan, bonsoir. Députée socialiste du Doubs, rapporteur donc de cette... pas rapporteuse, c'est pas beau, on peut pas dire ça. Pourvu qu'on entende que c'est féminin. Voilà, rapporteur, je mettrai donc un E. Rapporteureux de cette mission sur les possibilités techniques financières du parc nucléaire. On vous écoutera dans quelques instants. Merci d'être là. Julien Aubert, bonsoir. Bonsoir. Député Les Républicains du Gard. Non, de Vaucluse. Du Vaucluse, c'est tout à côté. Je n'ai pas encore été viré. Vous n'êtes pas descendu jusque dans le Gard. Et vous êtes le président de cette mission parlementaire. Vous êtes en charge des questions d'environnement, de transition dans votre parti. Salaud d'élu, bon, c'est le titre de votre livre. Il est sorti bien avant les affaires qui secouent François Fillon. Il est sorti le 9 novembre, absolument. Cet anniversaire de la mort du général de Gaulle. Général de Gaulle, c'est ça. 100 000 milliards, c'est le nom de l'éditeur. Yves Marignac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'association Mégawatt. Vous êtes le directeur de Wise Paris. On reviendra évidemment sur vos propositions. Vous avez été auditionné par la mission parlementaire, on vous écoutera dans quelques instants. Manifeste Négawatt en route pour la transition énergétique, c'est un essai qui est sorti chez Babel en 2015. Et Valérie Faudon est avec nous, bonsoir. Vous êtes déléguée générale de la Société française de l'énergie nucléaire, association scientifique, parce que c'est un sujet un peu scientifique quand on s'y plonge, c'est très technique, il faut avoir fait beaucoup d'études de mathématiques. Association scientifique qui produit des connaissances sur le nucléaire. Vous aussi, vous avez été auditionné par la mission parlementaire. Regardez ce sujet de Béatrice Finzan. Elle vous a suivi évidemment lors de la présentation de vos conclusions. Vous n'êtes pas d'accord sur tous les sujets et vous l'avez d'ailleurs notifié précisément à l'intérieur de ce rapport. Voilà les clés autour de cette question du démantèlement. Et puis on est allé un peu plus loin, on s'est intéressé à Fessenheim, qui est évidemment un point noir dans le quinquennat de François Hollande. Regardez ce sujet réalisé par Béatrice Finzan. Long, difficile et surtout coûteux. Démanteler les centrales nucléaires françaises ne sera pas aussi simple que semble dire EDF. Avec ses 58 réacteurs répartis sur 19 sites en France, le chef de file du nucléaire estime à 75 milliards d'euros le coût du démantèlement. Un chiffre bien trop optimiste selon un rapport parlementaire présenté en commission ce matin, après 6 mois de travail. Pour la rapporteuse socialiste, il manque de nombreux critères pour établir ce montant. Il y a un certain nombre de frais inhérents au démantèlement que EDF devrait prendre en compte, qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte. Il s'agit des taxes, des assurances, de la remise en état des sols. Gérer les déchets, dépolluer les sols, tout ceci a un coût, sans compter les licenciements engendrés par la fermeture des sites. Bien sûr, vous savez que je me suis battu pour qu'on ne ferme pas Fessenheim aujourd'hui. C'est supprimer 2000 emplois. Aujourd'hui, il n'y a aucun outil de reconversion. Donnons-nous un petit peu de temps. Nous fermerons quand il faudra fermer. La fermeture de Fessenheim, un engagement de campagne de François Hollande. Pourtant, 4 ans plus tard, la centrale est toujours en activité. Fermer des centrales,
n'est pas une décision qui s'improvise. Elle doit se faire selon un calendrier précis, dans le respect des personnels, des territoires et de nos engagements en matière de climat. Ce mouvement commence avec Fessenheim. Un mouvement au ralenti et qui ne va pas aller en s'accélérant, alors que l'EPR de Flamanville est toujours en construction. Avec une facture très en deçà de la réalité, EDF, dont l'État est actionnaire à près de 85%, semble chercher à gagner du temps. Une stratégie qui pourrait permettre à la filière nucléaire de rester un fleuron de l'économie française. On va mettre provisoirement de côté Fessenheim parce que c'est un point technique, politique. Je voulais qu'on fasse un éclairage ce soir parce que c'est intéressant de valoriser les travaux parlementaires et le travail que vous avez mené, des auditions qui ont été longues, sérieuses sur ce rapport. Quel est l'objectif de ce rapport, Barbara Romagnan et Julien Aubert? Parce que c'est vrai que quand on voit le sujet, on se dit que tout est bien organisé. Le gouvernement a pensé à tout, il a tout prévu. Fessenheim va fermer, il a transféré le nucléaire vers des énergies. Et pourtant, vous faites un rapport. Quel était l'objectif? C'est d'être en mesure d'être conséquent avec les décisions qu'on a pu prendre. On l'a déjà précisé dans le rapport, ce n'est pas un débat pour ou contre la filière nucléaire, mais c'est un débat pour savoir dans quelle mesure est-ce qu'on est en situation de pouvoir démanteler ces centrales, à la fois sur un plan technique et sur un plan financier, parce qu'encore une fois, quels que soient les choix que l'on fera à terme, il faut être en mesure de pouvoir les démanteler. Vous dites que c'est inéluctable. D'une manière ou d'une autre, il faudra un jour qu'on démantèle ces centrales. On a l'impression que nous, Français, qui allumons la lumière, le nucléaire, c'est éternel. Non, mais il y a deux choses qui sont différentes. On pourrait poursuivre, si c'était des choix politiques qui étaient faits avec le nucléaire. En revanche, ce qui est absolument certain, c'est qu'il faut bien démanteler ces centrales, qu'on veuille en reconstruire d'autres ou qu'on ne veuille pas en reconstruire d'autres. Excusez-moi Julien, une centrale nucléaire, ça produit des déchets, c'est pas la même chose que d'arrêter par exemple une mine de charbon. Il y a évidemment les salariés, savoir qu'est-ce qu'on fait avec eux. Une centrale nucléaire, ça produit des déchets, du combustible, des bâtiments qui sont radioactifs. Donc il faut bien savoir qu'est-ce qu'on en fait. Une partie du rapport d'ailleurs est consacrée à cette question de la gestion des déchets, alors très radioactifs, puis des déchets moins radioactifs. Il y a un débat dans le rapport. Julien Aubert, c'était quoi l'objectif le sujet, c'est présidence? Le sujet d'abord, c'est d'arriver à un diagnostic commun, au-delà des... Vous y êtes arrivé d'ailleurs? Oui, on est arrivé à mon avis à des conclusions communes. Après, sur la formulation, il y a des divergences. Pour moi, et je pense aussi pour Madame le rapporteur, Barbara Romagnan, on n'a pas de stratégie de démantèlement dans ce pays. Et d'ailleurs, on a une question, c'est que en réalité, on dit il y a un sujet du démantèlement, ça avance très lentement. Pour l'instant, on n'a pas vraiment commencé le travail. Et comme vous le dites, les bassins d'emploi ne savent pas si demain, 1, leur centrale va être démantelée, 2, quand est-ce que ça va se passer, et puis 3, quand même, question très importante, est-ce que derrière, il va y avoir un nouveau parc nucléaire? C'est-à-dire, à Fessenheim, c'est pas la même chose si on leur dit dans 20 ans, c'est le retour à l'herbe, il y a du jardin d'enfants, ou dans 20 ans, vous aurez un EPR de nouvelle génération qui sera construit, qui fera travailler 1500 ou 2000 personnes. Un EPR qui coûterait moins cher que celui qu'on fait à Flamanville, parce que ça ressemble à un gouffre quand même, le Flamanville. Vous savez, le premier prototype d'une série, il coûte toujours plus cher. Donc après, ça c'est un autre sujet, mais en réalité, l'intérêt pour moi de ce rapport, c'est de dire nous n'avons pas de stratégie de démantèlement, parce que nous n'avons pas de stratégie sur l'avenir du parc nucléaire. Et donc, une fois que nous saurons exactement combien de centrales nous voulons caréner, c'est-à-dire dont nous voulons prolonger la durée de vie, combien de sites nous voulons entièrement rendre à l'herbe, combien de sites nous voulons garder dans le giron d'EDF à vocation industrielle, combien de sites nous voulons garder à vocation nucléaire, et combien de centrales nous voulons construire. Alors on sera capable de dire spatialement et temporellement, voilà ce qui va arriver. Financièrement, parce que évidemment, tout le sujet des provisions est un sujet de temps, puisque évidemment, quand vous calculez vos provisions sur 20 ans, c'est pas la même chose si vous les calculez sur 20 ou sur 30. On reviendra sur le financier, parce qu'il en manque. Enfin, en tout cas, ce qui est provisionné ne suffira pas, en tout cas, à démanteler. Ça, disons, c'est une certitude. Ça, c'est une divergence sur laquelle on reviendra. Voilà. Yves Marignac, évidemment, Valérie Faudon, vous allez vous exprimer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'intérêt de faire un rapport fouillé sur la possibilité ou pas de démanteler? Est-ce que vous, qui observez, on est aujourd'hui prêt pour démanteler ou est-ce qu'on est encore très loin? Moi, le rapport que j'ai lu attentivement donne des indications qu'on n'est pas prêt du tout. Effectivement, je pense qu'il y a des vraies questions qui se posent sur la faisabilité industrielle, financière de ce démantèlement. Et moi, j'ai, lors de mon audition, salué vraiment le fait que l'Assemblée nationale se saisisse de ce sujet. Je pense que voilà, il y a un travail très sérieux qui a été fait. Et encore une fois, c'est salutaire que ces choses soient mises sur la table, parce que depuis des années et des années, on vit avec l'idée qu'effectivement, le démantèlement, on verra un jour, mais on saura faire. Et
je crois qu'on vient de toucher du doigt à travers le reportage et les différentes réactions, le problème. C'est-à-dire, monsieur Sordi disait, il n'y a pas d'outil de reconversion. Donnons-nous du temps. Mais justement, on n'a jamais voulu anticiper sur les décisions à prendre de fermeture et donc de démantèlement ou de prolongation. Donc on ne s'est jamais donné cette visibilité dont vous parliez à l'instant. On ne s'est pas donné du temps et donc la réaction aujourd'hui, c'est de dire on continue la fuite en avant parce qu'on n'a pas anticipé. Et je crois qu'à un moment donné, la fuite en avant, ça ne fonctionne plus. Et c'est bien l'objet de ce rapport de mettre... Juste un mot, la fuite en avant, ça ne suffit pas parce que quand on lit le rapport et d'autres documents, les centrales sont vieillissantes, elles sont vieilles nos centrales. Vous, les experts, et je vous reposerai la même question, est-ce qu'elles peuvent vivre encore combien de temps? 10 ans, 15 ans 20 ans? Excusez-moi, parce que et Valérie Faudon va répondre, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, de mon point de vue, la prolongation du fonctionnement des réacteurs au-delà de 40 ans, qui est le sujet des décisions à prendre dans les prochaines années, et même qui aurait dû être en fait le sujet de décision dans les années précédentes, est un sujet majeur du point de vue de la sûreté. Elles ont été conçues pour cette durée de vie-là. Donc on franchit un pas important et en plus l'autorité de sûreté nucléaire a dit, et je partage cette exigence, que cette prolongation ne doit se faire qu'en amenant ces réacteurs pourtant vieillissants au même niveau de sûreté que des nouveaux réacteurs qu'on construirait comme l'EPR. Et ça, c'est un challenge énorme pour lequel aujourd'hui on n'a aucune certitude. Valérie Faudon, comment vous réagissez? Il y a deux débats. On n'est pas prêt, on ne se donne pas une stratégie à long terme pour réfléchir à ces sujets. J'imagine que vous êtes d'accord. Et pour Fessenheim, par exemple, puisqu'on va réapprofondir, c'est vrai que les salariés se disent soit on passe à l'herbe, soit on reconstruit un réacteur plus performant. Voilà, et ça, c'est une question. La première chose que je voudrais dire, c'est que l'âge moyen du parc français, c'est de 30 ans. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'initialement, les centrales ont été construites pour une durée de 40 ans, mais la plupart des pays du monde aujourd'hui prolongent la durée d'exploitation de leurs installations à 60 ans. C'est le cas typiquement aux États-Unis, mais de plusieurs pays européens. Donc 30 ans, c'est jeune pour une centrale nucléaire aujourd'hui. Donc vous lui dites, rassurez-vous, 30 ans, c'est voilà. La deuxième chose que je voulais dire pour moi, c'est que le premier enseignement de ce rapport, et c'est le 4e rapport qui le dit en 5 ans, c'est que les provisions de démantèlement sont bien faites par les industriels. Vous savez, souvent on entend... Moi, j'ai pas lu ça dans le rapport, mais... Souvent on entend la raison pour laquelle l'électricité française est beaucoup moins chère que dans les autres pays européens. Vous savez que les Allemands payent leur électricité 70% plus cher que les Français. C'est parce qu'on ne provisionne pas le démantèlement. Donc ce rapport confirme, comme 3 autres rapports, 2 rapports de la Cour des comptes, un rapport d'audit commandé par le ministère du Développement durable, que ces provisions sont bien effectuées. Donc maintenant, on dit, sont-elles suffisantes? Ah voilà, je rappelle que c'est quand même... J'allais retrouver la page. Non, mais il y a des provisions. Alors, il y a 38 milliards, 37 milliards, 36, c'est ça, 36 milliards, mais il en manque. Pour les réacteurs et les autres installations. Donc, les provisions, c'est moins de 2% du prix de production de l'électricité. Donc c'est pour vous dire que même s'il y avait 10% d'erreur sur la provision, 10% de 2%, c'est 0,2% du prix de l'électricité. Donc ça confirme bien que, que les provisions sont là et que l'électricité française est moins chère que les autres pays d'Europe, et c'est bien grâce au nucléaire. Avant que je pose ma question, juste pour ceux qui nous rejoignent, vous aurez évidemment le site, sur le site de l'Assemblée, le rapport pour pouvoir l'examiner, l'étudier et évidemment comparer. Regardez les 4 propositions, on les a choisies parce qu'il y en avait plusieurs autres. C'est à la fin de ce rapport, c'est les recommandations, on en a choisi 4 qui sont à mon avis importantes. Établir des provisions par réacteur, parce qu'il y a une question de financière. Évaluer et prendre en compte le coût social du démantèlement, ça c'est une des recommandations du rapport. Établir un agenda prévisionnel des réacteurs à démanteler, ça c'est très important, parce qu'une centrale c'est plusieurs réacteurs, ils ne se démantèlent pas forcément de la même manière. Et faciliter la mise en concurrence, ça c'est évidemment les entreprises qui vont s'engager techniquement pour démanteler. Oui, et pas seulement. C'est-à-dire que aujourd'hui vous avez une situation de monopole, et EDF, l'une des raisons du retard, c'est qu'on considère par exemple sur certains réacteurs... EDF c'est l'État, c'est 85% qui appartiennent à l'État. Il y a, si vous voulez, une forme de conduite. On considère que c'est l'opérateur qui fait le démantèlement. C'est vrai qu'il connaît les centrales. Je dirais qu'il y a des arguments qui peuvent plaider pour ceci. En parlant de mise en concurrence, ça permet de dire, écoutez, l'État peut très bien fixer une date en disant, voilà, en 2022, cette centrale doit absolument commencer son démantèlement. Vous provisionnez par réacteur. Donc, vous devez avoir les fonds nécessaires. Et puis, si en 2022, vous avez un problème, en 2023, d'accord, mais si au bout de 2 ans, on s'aperçoit que véritablement, vous n'êtes pas en mesure, alors dans ce cas-là,
passons à une mise en concurrence et un opérateur privé. Les Américains ont testé ceci. Alors, on touche là, c'est quelque chose de sacrilège, parce qu'il y a l'idée, si vous voulez, que dans la chaîne de valeur, tout doit être fait par le même opérateur. Mais c'est une question. Des questions de sécurité, des questions de contrôle. Mais c'est une question qu'on ne pose jamais. C'est-à-dire que dans la question des stratégies, est-ce que c'est le même opérateur qui doit faire la gestion du premier parc, la gestion du futur second parc, si on en fait un deuxième, la gestion du démantèlement? Est-ce qu'il a toutes les ressources nécessaires? Ma conviction, mais c'est une conviction vraiment qui tient à l'intuition, c'est que le démantèlement, ça n'est pas, entre guillemets, le business le plus sexy pour EDF, qui est d'abord un opérateur. Et donc, on peut pas dire que ce soit, à mon avis, sa priorité. Il provisionne, il fait les choses, il fait des calculs, il fait des hypothèses. On sent que c'est pas sa priorité, en effet. C'est pas forcément son cœur de métier. Et puis ensuite, attendez, il faut pas tout rejeter sur EDF, parce que depuis 10 ans, on parle beaucoup, si vous voulez, d'énergie renouvelable, de nucléaire. Il n'y a pas de stratégie, on fait beaucoup de concertation. Mais à partir du moment où les politiques sont incapables de dire, voilà la vision que j'ai pour la filière nucléaire dans 35 ans, on ne peut pas demander à l'opérateur de l'avoir pour nous. Et donc, très bien, l'opérateur dit, écoutez, moi, je provisionne, j'attends, et puis quand vous me direz exactement ce que je dois faire, je serai prêt. Il y a plusieurs éléments, j'essaie de répartir les responsabilités. Barbara Romagnan, vous vouliez intervenir sur ce qu'on vient de se dire, sur les 4 recommandations, laquelle vous semble la plus importante? Parce qu'il y a la question de provision, évidemment. Celle que vous n'avez pas mise, à savoir revoir les règles de provisionnement, parce que justement, un des éléments importants de ce rapport sur lequel on a un sujet de formulation avec Monsieur Aubert, c'est le fait que moi je considère que ces provisions sont vraisemblablement insuffisantes parce qu'il y a un certain nombre de coûts qui vont forcément incomber à EDF et qui ne sont pas calculés, qui ne sont pas pris en compte. Qui ne sont pas pris en compte, c'est la question de la remise en état des sols. Qui pour le coup, moi je partage cette remarque de Julien Aubert qui dit EDF est un opérateur, on ne peut pas lui faire tous les reproches. L'État est actionnaire à 85%. S'il y avait une ligne politique claire, peut-être que l'opérateur pourrait la suivre plus clairement, mais le pouvoir politique a quand même donné un certain nombre d'indications dans une loi qui s'appelle la loi de transition énergétique et pour la croissance verte, qui prévoit la baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité, dans des lois antérieures, notamment en 2006, qui prévoient la remise en état des sites. Et donc ça, c'est une loi qui a été votée sous des précédentes majorités. Donc normalement, il n'y a pas de débat sur l'état dans lequel l'opérateur doit rendre les sites, quel que soit l'avenir des sites, même si je partage cette idée qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire sur ces sites. Ensuite, sur la question de la moyenne d'âge des centrales, qui est certes de 33 ans. Qui peuvent aller jusqu'à 60 ans, entend-on. Oui, enfin en attendant 60 ans, avec certaines conditions de sécurité et donc qui d'abord augmentent les risques et puis qui, pour être possibles, vont être évidemment coûteuses. On va devoir investir et aujourd'hui. J'ai dit que ça coûtait plus cher de réparer que. En tout cas, le coût du grand carénage est prévu par EDF parce que presque tous les chiffres qu'on donne sont bien ceux d'EDF. Parce qu'on n'en a pas d'autres, est prévu pour 74 milliards. Donc le grand carénage, en gros, c'est le lifting. Non, c'est 52, ça. Le grand carénage, c'est 50 milliards. Ah bon, non, c'est 25. Donc pour aller jusqu'au bout, c'est bien 74, c'est-à-dire l'équivalent de ce que EDF estime lui-même pour le démantèlement de l'ensemble des centrales. Le fameux chiffre qu'on utilisait. Et si cette mission intervient maintenant, un peu tardivement bien sûr, mais intervient quand même maintenant, c'est parce que 80% du parc nucléaire français arrive aujourd'hui à la fin de sa durée initialement. La première, c'est 2018. J'ai dans la longue liste, c'est 2018 jusqu'à 80% des réacteurs ont été construits entre 77 et 86. Mais juste un petit mot, juste une question un peu politique, excusez-moi, parce qu'il y a un débat technique, il y a un débat financier, il y a la stratégie d'EDF. Il y a un débat éthique aussi. Un débat éthique et écologique, mais est-ce que le nucléaire, vous qui représentez Négawatt, a encore de l'avenir? Parce que j'ai lu effectivement un peu partout que il y a des pays qui se désengagent, qui ne veulent plus construire de centrales, qui partent sur d'autres stratégies. Est-ce que le nucléaire a de l'avenir? Et évidemment, encore de l'avenir en France. Valérie Faudon, vous allez répondre à cette question aussi, bien entendu. Alors, globalement, au niveau mondial, le nucléaire est clairement une énergie en déclin. Sa part dans la production d'électricité mondiale est tombée en une dizaine d'années de plus de 15% à 10% aujourd'hui. C'est en gros une énergie qui stagne alors que la production d'électricité par d'autres filières se développe. C'était pendant longtemps, malheureusement, les filières thermiques, charbon et gaz. Aujourd'hui, c'est les renouvelables qui ont pris le leadership clairement. Et en dehors de quelques pays comme la Chine, qui continuent à développer, qui représentent en gros 2/3 aujourd'hui du développement du nucléaire, mais où le nucléaire reste marginal. L'objectif de la Chine, c'est 58 gigawatts en nucléaire. Et aussi développe le solaire. Mégawatts. Et même en Chine, l'éolien, le photovoltaïque se développe aujourd'hui beaucoup plus vite que le nucléaire. Donc clairement,
les Nos choses peuvent besoins en France, s'inverser, c'est mais quoi, 63 aujourd'hui, mégawatts, c'est ça? aujourd'hui, on est à 63. 63 gigawatts. Voilà, Alors, donc c'est en dessous de ce que... Donc c'est pas grand-chose. Au niveau français, c'est clairement un choix qui est aujourd'hui devant nous. Il y a la possibilité, et le scénario négawatt dessine cette possibilité, mais c'est pas du tout la seule... Mais vous avez le sentiment qu'on va vers ça? Il y a la possibilité aujourd'hui d'aller vers le 100% renouvelable. Ah, d'accord. Ah, bah là, Voilà, mais de voilà. prolonger- on va un débat, là. Bah voilà, c'est pour ça que... Excusez-moi, de ne prolonger aucun de nos réacteurs et effectivement d'aller dans une transition vers le 100% renouvelable. C'est une possibilité que Negawatt démontre, mais que l'ADEME aussi affirme, etc. Il y a plein d'études à l'étranger qui le montrent, mais c'est un choix qu'on doit faire aujourd'hui, effectivement. Pourquoi? Pour dans 30 ans? Oui, C'est ça. d'aller dans une orientation ou dans une autre. Valérie Faudon, Oui. le nucléaire, il a de l'avenir pour vous Bien encore? sûr, alors, C'est vrai qu'on lit quand même qu'il y a moins en moins de pays qui Alors, qui pas du tout, investissent, plus il y a de moins 60. d'uranium. Il y a aujourd'hui plus de 60 réacteurs en construction dans le monde, donc c'est un record. Il n'y a jamais eu autant de réacteurs nucléaires en construction dans le monde qu'aujourd'hui. Et pourquoi? Tout simplement parce que le nucléaire Ça, est ça bas c'est carbone. vraiment factuellement... Donc faut le laisser nucléaire est C'est bas vrai ou c'est carbone. pas vrai? Excusez-moi, parce que moi, c'est je... publié D'accord. par l'Agence internationale de l'énergie. Et, Le nombre, oui, le fait que ce soit un record, non. Le point qui est vraiment important, c'est qu'en fait, le nucléaire est bas carbone. En fait, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre au même niveau que les renouvelables. Donc, quand on regarde les scénarios, alors il y a beaucoup de scénarios qui sont d'ailleurs été étudiés par le GIEC. Il y a 1200 scénarios pour 2050 pour la trajectoire 2 degrés. Et si on prend celui qui est le plus communément admis, qui est celui de l'Agence internationale de l'énergie, qui est l'OCDE, pour atteindre les objectifs de 2 degrés, il faut doubler le parc nucléaire d'ici 2000. Donc c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour la planète, le nucléaire. C'est ça l'argument de ceux qui défendent le nucléaire. On ne pourra C'est pas votre résoudre argument. le problème climatique. Alors le nucléaire ne sera pas toute la solution. Il faudra du nucléaire, il faudra renouvelable. Le il fameux faudra mix aussi- énergétique. Exactement, il C'est faudra aussi de la capture et séquestration de carbone. Négawatt bascule Exactement. intégralement Donc, du c'est- tout nucléaire à... Alors, l'autre point aussi, c'est quand même l'ennemi du climat, c'est le charbon. 40% d'électricité dans le monde aujourd'hui, Oui. c'est du charbon, y compris en Allemagne. Pour remplacer le charbon, le nucléaire, c'est vraiment la solution parce que ça produit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de manière massive. Donc, c'est combiné avec des renouvelables, c'est vraiment l'alternative et la solution Sauf- contre Alors, le Julien Aubert, Sauf- médiateur, juge de paix. Non. Aujourd'hui, dans le monde, les énergies qui font reculer l'usage du charbon, clairement, c'est les énergies Alors, renouvelables et pas le nuclèaire. Et notamment le solaire qui se développe si je énormément. peux répondre. Moi, je Julien pense Aubert, que vous chaque- situez où, vous, dans ce débat là Chaque pays fait son mix énergétique en fonction de sa géographie, en fonction de ses atouts. Quand vous êtes un pays comme la Chine qui a d'énormes territoires, forcément, des panneaux photovoltaïques, vous pouvez en mettre où vous voulez, vous pouvez forer d'ailleurs où vous voulez. Pareil pour les États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, les hydrocarbures ont tendance à tailler des croupières au nucléaire, mais aussi d'ailleurs aux énergies renouvelables, au passage. Bon, donc je veux dire, chaque pays a ses spécificités. La spécificité de la France, c'est qu'on est un pays avec une faible superficie. Un très grand Donc, littoral quand on veut aussi. produire de l'énergie, on a besoin de le produire, c'est possible, de manière concentrée. On peut pas faire des kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques comme dans Ça, certains vous n'y pays. croyez pas? Si, Certains donc, experts démontrent que c'est possible. Alors, mais- Les toits, Alors, après, il y a les toits. Mais par exemple, un tiers du parc, c'est 657 km² de panneaux photovoltaïques. C'est le chiffrage de l'Union C'est française de un l'électricité. département, l'équivalent du département du Rhône. Voilà. C'est Donc, ça. je veux dire, il faut prendre conscience. Et ensuite, le vrai problème, c'est plutôt l'intermittence. Et la grande question de Donc, l'incertitude, le c'est stockage. est-ce qu'un jour, on invente le stockage électrique Eh oui. qui fait qu'effectivement, on n'est plus dépendant de la variabilité. Ma conviction, c'est que nous avons une industrie nucléaire, nous avons des compétences, nous avons une avance que nous n'avons pas dans les autres. Il y a plein de sujets sur l'uranium, etc., les matières rares, mais je pense que si on développait massivement les éoliennes et le photovoltaïque, on va retomber aussi sur la question des ressources. Je vous rappelle que dans les éoliennes, il y a du dysprosium. Bon, qui est aussi 80% ou 90% en Chine. Bon, il y a donc je veux dire, d'autres bon, filières. voilà. Moi, ce que je regarde, c'est qu'il y a des milliers de gens qui travaillent dans cette industrie, qu'il faut donner de la visibilité, qu'il y a une forme d'inertie, que en matière de résistance sociale, on est déjà sur des territoires où c'est accepté par les populations. Alors que quand vous voulez faire le moindre parc éolien, de toute façon, vous avez exactement la même résistance. Oui. Et qu'en termes de création d'emplois, Pour l'éolien, en effet, oui. le nucléaire emploie plus de gens qu'un champ d'éoliennes ou qu'un champ de panneaux photovoltaïques. Oui. Bah si. parce Non. que- Non. Ah, si. Ah, Barbara si, voilà, Romagnan, si. allez-y, allez-y. Ah, si, à Oui ou superficie. non? Ah, Allez-y, non. Barbara À Romagnan. superficie égale, ne me dites pas, si vous avez une emprise et que sur la même truc, vous voulez faire une centrale nucléaire ou un panneau ou des panneaux photovoltaïques, ne me dites pas que vous allez faire travailler Réponse 2000 de Barbara personnes Romagnan et Yves si je Marignac. mets à Tricastin des panneaux photovoltaïques. C'est pas vrai. Une fois que vous les avez installés, ça crée pas d'emploi. Yves Marignac. À production
énergétique égale, Oui. les énergies renouvelables représentent beaucoup plus d'emplois que le nucléaire. Non mais vous avez fait ça, 6 c'est avec la main. factuel. non. Mais si. Moi, je vous parle pas à unité de production égale. Je vous dis qu'une centrale nucléaire, ça qui compte, c'est la production mais la réalité, c'est que un champ de panneaux photovoltaïques, une fois que vous l'avez installé, vous avez effectivement, je dirais, le nettoyage, la surveillance, etc., l'entretien. Une centrale nucléaire fait travailler 2000 personnes. Et qu'aujourd'hui, ces 2000 personnes, elles existent. D'accord ? Donc, vous faites référence à Fessenheim. Donc, il y a, si vous voulez, une inertie de toute manière. Donc, à un moment donné, vous devez, dans un monde d'incertitude, faire un choix économique, un choix industriel. Là, pour moi, le bon sens consiste à dire, écoutez, on a une colonne vertébrale, on va continuer à investir dessus, on a le CEA qui... Bon, on va essayer de voir. Bon. Et puis, on investit à côté sur les énergies renouvelables, sur d'autres types. Il faut essayer de respecter le passage de 75% à 50%. Mais en gardant, parce qu'on n'est pas arrivé encore. Mais en gardant quand même au cœur que le sujet, c'est quand même le CO2, et que si, effectivement, l'électricité... Notre problème aujourd'hui, c'est pas le nucléaire, parce que le nucléaire, il produit essentiellement... il est propre. Notre problème, c'est la dépendance aux fossiles. Voilà. Et moi, le combat que je veux mener, si vous voulez, c'est de dire on devrait passer de 66% à 50% de dépendance fossile pour ce pays et le remplacer par des renouvelables. Et je voudrais vous donner la parole à Hugo, puis un petit extrait très court d'un petit reportage qu'on a fait en 2009 à Brennilis. Vous la connaissez toutes, évidemment, cette centrale, elle a été démantelée. Ça a mis un peu plus de temps et ça a coûté... Elle est en cours de démantèlement. Oui, même EDF prévoit la fin du démantèlement en 2032. Ça fait 47 ans, je crois qu'on... Ça fera 47 ans si c'est fini en 2030. Voilà, j'ai bien lu votre rapport. Elle a été en exercice pendant 18 ans d'activité, puis 47 ans pour la démanteler, avec un coût élevé. On reviendra sur le chiffre, c'est un cas particulier. C'est un prototype, mais qui devait servir de vitrine, évidemment. C'est intéressant parce que ça permet de montrer que sur un cas particulier, on peut avoir un gros problème, et donc c'est pour ça que le fait de chiffrer réacteur par réacteur oblige aussi à s'interroger sur la singularité de chaque réacteur. Je donne la parole à Hugo juste après le très court extrait. C'est un reportage qui avait été réalisé par un journaliste de la chaîne parlementaire Patrick Hermansen sur place à Brennilis, à la rencontre des acteurs, de ceux qui connaissent ce site, notamment Michel, ancien salarié sur le site pendant 26 ans, c'est-à-dire qu'il a construit, il est resté sur le site jusqu'à la fermeture. Regardez, avec un peu de nostalgie, il nous raconte la façon dont techniquement on a commencé à démanteler cette centrale. Il y avait 3 énormes cuves en acier noir. Quand je suis parti à la retraite, elles étaient encore pleines. Ça devait être démonté par des automates avec des précautions extrêmes. Et quand j'ai demandé comment ils avaient fait, ils y sont allés à la torche plasma. Donc ils ont disséminé des poussières qui étaient radioactives. Ils ont voulu aller trop vite, gagner de l'argent. Ils en ont beaucoup perdu. Et puis ils ont perdu du temps puisque le bâtiment est encore là. Alors, Brennilis, vous l'évoquez dans votre rapport, c'est pour ça qu'on a choisi de remettre ce court extrait qui date de 2009. Donc, elle est toujours en démantèlement, c'est pas terminé, et vous dites que l'addition est montée x20, c'est 20 fois le prix de ce qu'on avait annoncé. Enfin, on a une estimation. Là aussi, c'est compliqué, quoi. On a une estimation de la Cour des comptes de 2006 qui multiplie par 20 le coût initialement prévu, mais on a sollicité EDF à plusieurs reprises pour nous dire quel était, selon eux, ce coût, et on n'a pas eu de réponse. Après, moi, je ne veux pas faire comme si Brennilis était à l'image de l'ensemble du parc nucléaire. Ce n'est pas le cas. C'est un exemple. Mais il y a d'autres exemples comme ça. Il y a les réacteurs graphite-gaz qui devaient être finis de démanteler en 2041. Et il y a quelques mois, EDF a annoncé que c'était reporté. Il y en a combien, Barbara Romagnan, 2100, il y en a 6. 6, d'accord. Il y en a 6, alors même que ça faisait 15 ans qu'ils faisaient des études sur ce parc, et alors même que le dernier réacteur américain, le réacteur américain qui y ressemble le plus, sans être le même, le réacteur de Fort Saint-Vrain, a été démantelé depuis 19 ans. Donc ça ne dit rien du démantèlement et de la capacité à démanteler les réacteurs à eau pressurisée. Oui, c'est en attendant, comme aucun des réacteurs à eau pressurisée aujourd'hui n'a été démantelé, c'est en effet un appel à la prudence. Il y a Shoah qui est en voie d'être démantelé, le seul, qui est un réacteur de 300 MW, donc plus petit que les autres, qui a aussi sa particularité parce qu'en plus il est enseveli contrairement aux autres. Juste un mot, Julien Aubert, c'est une question importante, et on va entendre Hugo, notre sentinelle, parce qu'elle s'impatiente. Il y a quand même un débat autour du débat qu'on a ce soir sur l'aspect financier et technique, sur les Français qui disent attendez, on a eu Fukushima, il y a des inquiétudes sur Fessenheim,
Fessenheim parce qu'il est sur évidemment une faille géologique. C'est dangereux ou pas ces centrales nucléaires? Parce qu'il y a beaucoup d'opposants à ces centrales qui souhaitent leur démantèlement pour des questions de sécurité. Mais il est évident. Vous nous rassurez ce soir? Vous dites c'est vrai qu'il y a quand même. Mais le sujet du démantèlement n'a rien à voir. Enfin, d'abord, vieillissant ne signifie pas vieux. Je suis vieillissant. Je suis vieillissant et parce je suis relativement. On est tous vieillissants d'ailleurs, Julien Aubert. On est tous vieillissants. Oui, d'accord. Deuxièmement, personne ne nie que le nucléaire, c'est une industrie compliquée et que vous faites des réactions, etc. Donc après, vous avez des règles de sécurité. Maintenant, Fukushima, je suis désolé. Contrairement à Tchernobyl, c'est pas un problème nucléaire, c'est d'abord un problème naturel qui est venu impacter les centrales nucléaires. Tsunami qui est venu. Je sais qu'on mélange un peu tout, mais bon. Donc, effectivement, mais simplement, pourquoi les EPR coûtent aussi cher? Parce qu'on a rajouté des règles de sécurité pour garantir. Et c'est vrai que par rapport au temps des cow-boys, c'est-à-dire aux premières générations de centrales, on a quand même fait des progrès. Je veux dire, il faut quand même réaliser que quand on parle, là, on est en train de régler les problèmes il y a 40 ans. Et aujourd'hui, Dieu merci, les centrales qu'on est censé construire aujourd'hui, on prévoit le démantèlement, on prévoit les plans, on essaie de capter la connaissance, et on a mis en place des règles de sécurité qui permettent justement de faire face à ce type de menaces. C'est compliqué, il y a des fissures dans le béton. Enfin, honnêtement, quand on voit ça, on se dit, il faut vraiment être bien au clair. Non, j'ai une bêtise. Oui, mais juste. J'ai pas dit de bêtises sur les fissures retrouvées. Pas de fissures. Tout va bien à Flamanville. Le béton de la piscine? Il m'a semblé qu'il y avait quelques soucis sur le. Pas du tout. Alors, ce que je voulais dire, et ce qui est vraiment central pour répondre à votre question, c'est qu'on a en France une autorité de sûreté nucléaire qui est indépendante et qui c'est elle qui autorise ou pas un réacteur à fonctionner. Donc typiquement, si elle considère qu'un réacteur présente un danger, elle a tout à fait l'autorité de demander l'arrêt d'un réacteur. D'ailleurs, elle l'a fait régulièrement. Absolument. Elle l'a montré justement récemment. Saint-Laurent-des-Eaux, en demandant des contrôles, etc. Mais des contrôles qui auraient dû être, pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais des contrôles qui auraient dû être faits par l'exploitant lui-même et remarqué par l'exploitant lui-même. Et pas par l'autorité extérieure. Oui. Alors, donc, en l'occurrence, donc, quand le problème a été identifié, qui était un problème de concentration de carbone dans l'acier, l'exploitant l'a déclaré, l'autorité de sûreté donc s'est saisie du dossier. Parce que contrôlé par la SN, a demandé des contrôles, ces contrôles. Ils ne l'auraient pas fait spontanément, c'est ce que vous dit la députée. Bien sûr que si, ils ont déclaré à l'autorité de sûreté. Enfin, ils auraient dû s'en rendre compte eux-mêmes. C'est ce qu'ils ont. Ils ont fait un audit, ils se sont rendus compte du problème. Ils l'ont déclaré à l'autorité de sûreté immédiatement. C'est important ce point parce que c'est fondamental. Et ça c'est important parce que c'est bien la confiance dans l'autorité de sûreté aujourd'hui qui garantit la confiance des Français dans leur parc nucléaire. Vous n'êtes pas d'accord? Non, alors sans l'ASN qui évidemment joue un vrai travail technique de contrôle, peut-être que l'opérateur. Qui par ailleurs dit régulièrement qu'elle n'a pas suffisamment de moyens. Oui, elle se plaint un peu effectivement des informations qu'on lui envoie. Fessenheim tout à l'heure, il y a à Fessenheim aujourd'hui dans le réacteur numéro 2 un sujet sur un des générateurs de vapeur où là l'ASN a caractérisé le fait que le fabricant Creusot Forge a triché sur une fabrication, a triché dans le dossier de qualification de la pièce. Donc on a bien quand même ce sujet de confiance aujourd'hui. Et juste pour revenir sur la question de la sûreté d'une manière générale, moi j'ai passé la journée aujourd'hui à l'autorité de sûreté nucléaire justement en réunion du groupe permanent d'experts. J'y suis à nouveau demain. Demain, on travaille sur la question des noyaux durs. Donc c'est ce renforcement des réacteurs à mettre en place, justement, parce que l'ASN le dit elle-même, aujourd'hui, un accident de type Fukushima, pas pour les mêmes raisons, évidemment, tout le monde l'a dit, il ne va pas y avoir un tsunami à Fessenheim, mais un accident de type Fukushima est possible sur chacun de nos réacteurs, et le vieillissement n'arrange rien. Sur ce sujet, moi j'utilise souvent une citation qui n'a rien à voir avec le nucléaire, qui remonte au XVe siècle, d'un ecclésiaste qui disait « Nous souhaitons tous atteindre la vieillesse et nous refusons tous d'y être parvenus ». Et je crois que c'est un des grands problèmes aujourd'hui de l'industrie nucléaire, c'est de reconnaître qu'à un moment donné, les réacteurs sont trop vieux pour rester sûrs. Je vous l'avais promis, on va voir Hugo. Hugo, vous l'attendiez tous. Barbara Romagnan. Hugo, on le salue, parce que c'est une toute nouvelle sentinelle citoyenne. Bonjour Hugo. Et il a le sourire. Bonjour. Hugo, vous, jeune étudiant en école d'ingénieur, donc vous devez potasser un tout petit peu les maths aussi, je ne sais pas si vous vous intéressez au nucléaire. C'est un sujet qui vous intéresse. Vous dites, quand j'allume la lumière de mon appartement dans lequel je suis, c'est de l'électricité qui vient des centrales. Ça me fait peur, ça ne me dérange pas. Comment vous vous situez ? Alors, concernant l'énergie nucléaire, je pense que la question, faut la mettre dans le cadre faut l'étudier dans le cadre du développement durable. Ce qui me fait peur aujourd'hui avec le nucléaire, c'est le traitement des déchets nucléaires. On ne sait pas trop aujourd'hui comment, on ne sait pas traiter ces déchets. Donc, dans le cadre du développement durable, qu'allons-nous léguer aux générations futures si c'est une quantité très importante de déchets nucléaires que nous ne savons pas traiter, cela paraît
pour moi, c'est pour moi un problème qui est non négligeable et que nous devons de traiter. C'est le cas de le dire. Ensuite, pour l'instant, en tout cas des informations que j'ai eues, notamment en école d'ingénieur, on n'est pas en France, du fait de notre climat, de notre territoire, capable d'assurer toute notre énergie à partir d'énergie renouvelable. Donc le nucléaire apparaît aujourd'hui comme indispensable, au moins pour une partie de l'énergie. Voilà, merci Hugo. Il y a deux sujets. Et Barbara Romagnan veut parler parce qu'elle rapportait et elle trouve que le président parle trop. Donc on voit déjà cette complicité des députés qui ont travaillé longtemps ensemble. La majorité, c'est ça. Quand même, sur cette question des déchets, vous y consacrez une grande partie. Le démantèlement, vous dites évidemment, c'est le démantèlement de gravats. Il y a beaucoup de volume de gravats et de matériaux. Puis après, il y a évidemment le démantèlement du réacteur, du dur, des parties des déchets. Et vous dites ça va augmenter considérablement lorsqu'on va démanteler les déchets radioactifs. Ça, c'est un gros sujet, c'est un point central dans la question du démantèlement. Oui. Là, on est prêt ou pas? On a réfléchi au site, comment on stocke ces déchets, tous sont dangereux, comment ça se passe? Alors pardon, je voudrais partiellement essayer de rassurer Hugo. Oui, parce qu'il avait peur. Il s'inquiétait puisqu'il disait on n'est pas capable en France, avec le territoire qu'on a, de produire suffisamment d'énergie renouvelable. Enfin, on est d'autant moins capable de le faire en France aujourd'hui qu'on n'a pas fait les investissements nécessaires pour le faire. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on a fait un choix. Le tout nucléaire. Un choix politique qu'on peut partager ou pas, mais un choix qui a été fait d'investir dans le nucléaire parce que c'est une énergie qui est coûteuse. Donc c'est aussi parce qu'on a fait ce choix-là. Enfin, en attendant, pour l'instant, ça coûte quand même déjà assez cher. Ensuite, beaucoup moins je voulais revenir sur la question du problème de la question naturelle. Quand vous disiez sur Fukushima, c'est pas un problème nucléaire mais naturel. Le sujet, c'est que justement, nous vivons dans la nature et qu'on est bien quand même obligé de prendre ça en compte. C'est vrai que le nucléaire est peu producteur de CO2. Ça, c'est l'argument massu. Mais la question de la fragilité de la vie, de ce à quoi elle tient évidemment à une couche fragile au-dessus de notre tête qui est l'atmosphère et qui est endommagée par la production de CO2. Mais il y a quand même aussi la question de la couche qui est sous nos pieds, qui s'appelle l'humus. Et il se trouve que l'industrie nucléaire produit une quantité de déchets extrêmement importante pour l'instant, pour lesquels nous n'avons pas totalement des solutions et il ne suffit pas même de les enfouir ou de les stocker pour que le problème soit résolu. Le site de Bure, où il y a eu des violences d'ailleurs. Sur le site de Bure, des militants s'opposent à l'enfouissement de déchets nucléaires sur ce site en particulier. Il se trouve que j'avais fait un rapport justement sur le site de Bure. Donc d'abord, il faut voir qu'en termes de volume, c'est un problème. Je veux dire, on a des déchets sur 1 million d'années, c'est un problème. Bon, on a une poubelle. Maintenant, en termes de volume de ces déchets très radioactifs, on parle de quantités qui sont extrêmement minimes. Bon. Ensuite, quand on parle du problème du nucléaire, le problème c'est que c'est 0 ou 1. C'est-à-dire que vous ayez 58 réacteurs ou un réacteur, le jour où vous avez un problème, de toute manière, c'est un problème national. Et je vais même vous dire, c'est pas parce que vous arrêtez, vous, les réacteurs, vous n'avez pas le problème, parce que si le voisin a une centrale, donc de toute manière, il faut quand même bien que les gens réalisent que le sujet, il n'est pas, est-ce que je peux, en diminuant le nombre de réacteurs, avoir moins de risques? De toute manière, on n'en est pas là. C'est ça. Maintenant, on supprime les 58 ou rien. Voilà. Mais même, il faudrait les supprimer sans doute au niveau européen. Et ensuite, deuxièmement, que font beaucoup de pays. C'est pas ce que font les Britanniques, comme vous l'aurez noté, grâce à EDF. On peut parler de Nuclear Point, qui risque d'ailleurs de mettre en danger EDF. Juste un dernier point, parce que je sais que j'ai beaucoup parlé, mais sur les sujets de concentration carbone, c'est pas parce que vous avez une malfaçon que c'est forcément un risque. Évidemment, il faut le vérifier, et c'est d'abord un sujet industriel. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des pièces qui ont été produites au Japon. Ça va un problème pour les générateurs. Ensuite, vous avez les pièces du Creusot. Vous avez un deuxième problème qui est beaucoup plus massif, mais qui ne veut pas forcément dire que demain, on va devoir arrêter les centrales. Et je vous rappelle qu'à la pointe de l'hiver, certaines sont mises à l'arrêt, des réacteurs sont mis à l'arrêt. Certaines ont redémarré, mais on a arrêté à peu près un tiers du parc, c'est-à-dire ce que la loi sur la transition énergétique veut faire. Et on a eu la chance de avant le coup de froid. Oui, parce que non, mais vous avez un tiers du parc en moins. La réalité, c'est que demain, je comprends bien, mais si on allume aujourd'hui notre électricité, c'est parce qu'on a ces réacteurs. Bien sûr. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Regardez juste ce vote, c'est un vote JDD qui traite de Fessenheim, justement sur la question de la fermeture ou pas, qui était une promesse de François Hollande, numéro 41. Êtes-vous favorable au démantèlement de la centrale de Fessenheim? Il y a un peu moins de 1000 votants ce soir.
non à 69% et oui considère donc à 31% qu'il faut démanteler Fessenheim. Écoutez Ségolène Royal parce qu'il y a je voudrais qu'on s'intéresse un tout petit peu à cette centrale parce qu'il y a un deal comme ça entre l'État et EDF avec de l'argent qui a été versé et Fessenheim est toujours bien planté au sol. Regardez, écoutez Ségolène Royal qui l'évoquait. Alors c'était il y a longtemps, c'était en avril dernier, justement cette question de Fessenheim. Écoutez. Il y aura la fermeture d'un certain nombre de réacteurs qui de toute façon arrivent en fin de vie, puisque les réacteurs ont été autorisés pour 40 ans, donc un certain nombre d'autorisations vont s'arrêter, ces réacteurs devront fermer en fonction des perspectives de consommation d'électricité. D'autres seront prolongés parce que des investissements ont eu lieu et donc la part du nucléaire baissera et avant le 1er juillet, on aura exactement le scénario entre lesquels la France pourra choisir pour fermer un certain nombre de réacteurs et en même temps monter en puissance sur le renouvelable. Alors ça c'est des mots forts d'une ministre de l'écologie devant les micros, devant les médias. Il y aura des centrales qui vont fermer. Bon alors ce soir je vous rassure il n'y a aucune qui a fermé. Barbara Romagnan sur la question de Fessenheim. Vous la députée socialiste, vous êtes favorable à sa fermeture. Est-ce que vous y croyez tout simplement? C'était une promesse de François Hollande. Je conviens qu'au moment où on est dans le mandat, là... C'est pas possible. Soyez honnête. Ça a un peu avancé la semaine dernière. Soyez honnête. Non, mais je n'ai pas de difficulté à l'être. Je vois bien que pour l'instant, elle n'est pas tout à fait partie pour être fermée. Il y a quand même un autre sujet que débat pour ou contre le nucléaire là. C'est le débat qui est aussi lié à la sûreté pour ce qui est de Fessenheim. On est quand même sur une faille sismique. Donc il y a quand même aussi une question de danger. Là, la nature, on pourra dire, s'il y a un problème à Fessenheim, on pourra dire non, mais ça, c'est pas un problème nucléaire, c'est un problème naturel. Enfin, c'est quand même un problème qu'on les construit ici. Mais c'est normal aussi que les salariés, ce qui est pas normal, c'est qu'on prenne des engagements, qu'on ne les respecte pas, et cet engagement avait été pris, et je pense qu'on ne s'est pas suffisamment donné les moyens de les respecter, ne serait-ce que par égard pour les citoyens qui ont voté, et pour les salariés qui sont sur ce site. Ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Et pour qu'on puisse prévoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Yves Marignac, vous confirmez bien, et je vous donne la parole, parce qu'il y a un débat technique, l'argument d'EDF, c'est de dire on n'est pas défavorable à l'idée de fermer Fessenheim, mais il faut que Flamanville démarre, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, parce que c'est vrai que si on perd... un volcan s'éteint, il faut évidemment compenser les mégawatts de l'autre côté. On pourrait les compenser par d'autres types d'énergie. Mais j'allais vous poser la question, est-ce qu'il faut attendre en permanence quand on ferme une centrale d'en réouvrir une autre, ou est-ce qu'il faut engager une stratégie autour du solaire, et donc on arriverait donc au mix. Normalement, c'est ce que prévoit la loi de transition. Et oui, mais ça ne se fait pas, expliquez-moi. Il n'y a aucun besoin de démarrer Flamanville avant de pouvoir fermer Fessenheim. C'est ce qui évoque, en tout cas, le parc nucléaire français est aujourd'hui en surcapacité. Elle exporte même son courant. En surcapacité. En réalité, le paradoxe de toute cette histoire, c'est qu'en fermant Fessenheim, EDF ferait probablement des économies, parce que EDF pourrait produire autant d'électricité avec le reste de son parc en faisant l'économie des coûts de Fessenheim. On a évoqué la crise de cet hiver. Elle montre notre très grande dépendance au nucléaire et à sa sûreté. Les inquiétudes de coupure de courant même. Et elle montre parce que nos pics de consommation, ils sont liés au chauffage électrique. Chauffage électrique qui est une manière quand même totalement inefficace aujourd'hui de chauffer nos bâtiments, par ailleurs peu performantes. Donc elle met en lumière peut-être plutôt que la question du nucléaire, la question générale de notre niveau de consommation d'énergie qui pourrait être bien moindre. On pourrait encore baisser. Si on était plus intelligent dans la manière de consommer l'énergie et dans l'efficacité de nos équipements, nos bâtiments, etc. C'est bien ça d'ailleurs que dessine le scénario Négawatt, et c'est bien à travers une meilleure consommation de l'énergie, une réduction de notre consommation, qui est d'ailleurs un autre objectif à long terme de la loi de transition énergétique, qu'on arrive à un niveau qui permet d'assurer 100% d'énergie renouvelable. Je voulais revenir quand même sur la question de Hugo, parce qu'on n'a pas traité... Non, personne ne parlait. Hugo, vous intéressez personne ce soir. Barbara lui a répondu. Sur la question des déchets. J'insiste sur le fait que le 100% renouvelable en France... C'est possible, vous y croyez? Demain, évidemment pas. Non, mais à l'horizon 2050, évidemment, à condition de mettre toutes nos actions dans cette direction. Fessenheim, j'évoquais Flamanville et le deal, Valérie Faudon, il y a aussi un échange financier, c'est-à-dire que EDF a dit, mais attendez, si on ferme Fessenheim, il nous faut de l'argent, il faut que l'État compense, et je crois que l'État a versé 480 millions d'euros. Et il réclame 2 milliards à l'État pour... C'est quand même... Il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui dit que le coût pour le contribuable français de la fermeture de Fessenheim avant l'échéance de ses 40 ans, puisqu'on fait une fermeture prématurée, sera entre 3 et 5 milliards. Prématurée, c'est qu'elle pourrait encore vivre 20 ans, cette Absolument. Elle a été autorisée par fonctionner jusqu'en malgré les risques qu'on évoquait tout à l'heure. 2022 par l'autorité de sûreté nucléaire, qui est le gendarme du nucléaire et le juge de la sûreté en France. Un point que je voulais vous dire, c'est que donc cet argent du contribuable
développement, il va servir à quoi? Il va servir à détruire de l'emploi, puisque non seulement on a 2000 salariés qui travaillent sur la centrale, mais il y a 5000 personnes autour du site, et c'est pas EDF, et qui dépendent de Fessenheim. Les sous-traitants notamment. Donc, en faisant les petites entreprises, des commerçants qui vivent dans la région de Fessenheim. C'est un paysage apocalyptique que vous décrivez. Et deux points que je voudrais absolument dire, et c'est important, parce que la vague de froid de la semaine dernière, on s'est rendu compte qu'on avait bien besoin des centrales nucléaires. Et pourquoi? C'est parce que le pic, il est quand même à 7 heures du soir. À 7 heures du soir, il n'y a pas de soleil. Et quand on voit ce qui s'est passé récemment, il y a eu 2 fermetures de centrales il y a 2 fermetures de centrales qui ont été faites récemment aux États-Unis pour des raisons économiques. Une en Californie et une ça a provoqué dans le Vermont. Dans les 2 cas, les gens ont dit ça va être remplacé par des renouvelables. Dans les 2 cas, ça a été remplacé par du gaz de schiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des énergies programmables. C'est-à-dire qu'on a besoin de dire... La question du stockage qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que vous fonctionnez à telle heure? Oui, non. La semaine dernière, pendant la vague de froid, lundi, c'était assez frappant qu'il n'y avait pas de vent, parce qu'en anticyclone, il n'y a pas de vent. L'Allemagne et le Danemark, qui sont des grands pays éoliens, fonctionnaient au charbon. Donc on a besoin d'avoir un mix énergétique et on a besoin d'avoir dans notre mix des installations qui fonctionnent de manière programmable et prédictible et qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Julien Aubert, vous travaillez sur les questions de transition énergétique. Je vous repose la question parce qu'il y a quand même une réflexion amenée stratégique sur le moyen terme. Est-ce que vous, député des Républicains, vous dites qu'il faut effectivement quand même commencer à bien réfléchir à ce qu'on va faire dans les 30 ans à venir, c'est-à-dire planter des panneaux solaires sur les toits, mettre de l'éolien, travailler sur le mix? Moi, je pense que si vous voulez, on a besoin d'une instance qui ait une vision transversale à la fois sur le nucléaire et sur toutes les énergies, qui voit le potentiel, qui calcule le potentiel exact en matière éolien, compte tenu des résistances sociales, du vent, etc. Vous citez l'éolien, mais il y a le solaire. Idem pour le solaire, en territoire disponible, en toit disponible. Oui, elle vient de le faire. Non, elle a fait un scénario qui vous va bien parce qu'elle dit qu'il y a 100% de renouvelables. En attendant, elle l'a fait, ce scénario. Attendez. L'ADEME, c'est une institution. Elle ne regarde pas. Excusez-moi, moi je vois tous les plans éoliens qui sont faits. C'est pas parce que il faut pas seulement regarder le vent, parce que la réalité c'est que vous avez le potentiel en termes de vent, et puis après, quand vous arrivez sur un terrain, vous avez les maisons à côté, les types qui font des contentieux. Sur l'éolien, il y a beaucoup de contentieux. Je parlais du solaire, moi. Ensuite, il y a des technologies sur lesquelles dont on parle jamais. Je parle notamment de la fusion froide. Les Russes et les Américains avancent, qui a beaucoup moins de problèmes environnementaux. Il y a le thorium, les sels fondus. Donc, je veux dire, on a des recherches. On a le projet ITER, qui est déconnecté de la fission, mais donc on a, si vous voulez, de la recherche à assurer là-dessus. On a de la visibilité parce qu'on peut pas abandonner le parc. Et on a fait de Fessenheim une espèce de bouc émissaire. C'était un choix politique. On a pris en otage un site. Non, mais attendez, c'est scandaleux. On a pris en otage un site. Depuis 4 ans, on a répété qu'il allait fermer. En réalité, on n'a pris aucune décision pour le fermer. Et on a fait adopter un amendement que j'appelle l'amendement Volvic, l'article Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. C'est-à-dire qu'on ferme Fessenheim, on ouvre Flamanville. C'est pas comme ça qu'on fait la stratégie industrielle. Tout à l'heure, mais c'est pas comme ça qu'on fait la stratégie industrielle. On calcule les besoins et on détermine avec un calendrier ce dont effectivement on a besoin, parce que l'argent du contribuable, il est rare. Et on peut pas se permettre de dire, je ferme une centrale juste parce que je veux faire de la politique, ou j'en ouvre une juste parce que je dois nourrir. Parce que j'ai les écologistes à un moment donné. Barbara Romagnan, vous n'êtes pas d'accord avec cette vision? Ça n'est pas indigne de faire de cette question-là une question politique. La question politique, ça veut dire c'est quoi la stratégie qu'on adopte. Non, mais évidemment qu'on aurait dû le faire. C'est scandaleux à 2 mois d'une élection présidentielle de prendre un décret. Ce qui est scandaleux, c'est de le prendre aussi tardivement alors qu'on s'était engagé à le faire beaucoup plus tôt. Mais je pense que c'est pas parce qu'on arrête une centrale nucléaire que ça veut dire qu'on arrête de produire de l'énergie. Il y a justement des énergies renouvelables. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas investir davantage dans les énergies renouvelables alors qu'elles sont propres à tous égards. On en a besoin. Ça ne veut pas dire qu'elles résolvent tous les problèmes. Mais aujourd'hui, tous les moyens qu'on n'a pas mis là, c'est parce qu'on les a mis de façon tout à fait anecdotique et très insuffisante, et bien moins que tous les autres pays. Sur la CSPE, l'éolien, l'éolien offshore, juste un mot. 2 milliards d'euros. Sur la puissance de 2 milliards d'euros au regard de ce qui est dit. Oui, désolé, mais enfin, pour 4 champs éoliens, excusez-moi. Sur la puissance d'EDF, vous qui avez auditionné tous les acteurs de ce dossier, vous avez le sentiment comme ça que EDF prend un peu au piège le gouvernement qui a le pouvoir. Moi, on me dit que c'est le politique. J'ai le sentiment qu'EDF décide de beaucoup de choses. Et si EDF décide de beaucoup de choses, c'est parce que le pouvoir politique le laisse décider. Quand on est actionnaire à 85% d'une entreprise comme celle-là, on devrait être en mesure d'imposer un certain nombre de choix. EDF est un opérateur, c'est pas lui qui devrait décider de la politique. Yves Marignac, est-ce que EDF va bien? Parce qu'il y a Hinkley Point qui est un choix qui a été longuement réfléchi
de développer cette centrale qui risque peut-être de mettre en danger l'entreprise. Est-ce que EDF va bien financièrement, économiquement, socialement? Ça a l'air compliqué. D'une part, EDF est effectivement dans une situation financière et industrielle aujourd'hui très difficile, qu'il est encore plus si on prend en compte quand même une des conclusions du rapport parlementaire aujourd'hui, qui est la très probable insuffisance des provisions pour le démantèlement. Non partagé. Hein. Mais, non partagé par le... Mais il en manquerait la moitié, visiblement. Le point sur EDF, sur la question de qui a le pouvoir, il y a effectivement une incompréhension sur le fait que l'État soit très largement actionnaire majoritaire et n'arrive pas à imposer une stratégie énergétique et industrielle à EDF. En fait, on a créé avec EDF un espèce de monstre hybride. C'est-à-dire, d'une part, ça reste politiquement et dans l'esprit des Français, l'opérateur de service public. Et je pense qu'il y a un vrai attachement à cette question du service public et qu'il faut la réinventer aujourd'hui. Et en même temps, on a changé le statut d'EDF en 2007. Bien sûr. On en a fait un opérateur privé avec certes l'État qui reste l'actionnaire majoritaire, mais qui doit rendre des comptes à des actionnaires privés et donc se comporter non plus comme État stratège, mais comme actionnaire comme les autres, et ça ne fonctionne pas du tout. Vous nous rassurez parce qu'il y a eu beaucoup de sujets économiques dans les pages économiques des magazines, Areva, EDF, des montages financiers pour sauver l'entreprise qui irait très mal. C'est important de parler d'EDF. C'est important de parler d'EDF parce qu'il faut voir que l'État a reçu près de 20 milliards d'euros de dividendes sur les 10 dernières années de la part d'EDF, qui a une dette actuellement, une dette de 6 milliards d'euros de l'État vis-à-vis d'EDF. Donc aujourd'hui, EDF est en phase d'investissement. Il investit sur son parc pour rénover son parc. Il investit en Angleterre avec des conditions et un contrat un contrat très très bon pour EDF. À risque, qui a quand même été dénoncé par le directeur financier. Avec 10% de rendement. Donc globalement, aujourd'hui, c'est une société qui investit dans des infrastructures, qui est en phase d'investissement. Elle a besoin de son actionnaire derrière elle, et c'est tout à fait normal. L'actionnaire a beaucoup eu d'argent de la part d'EDF sur ces 10 dernières années, donc maintenant c'est à l'actionnaire en effet de le soutenir pour la phase d'investissement qui vient. Je vous entends, Julien Aubert, parce que c'est vrai qu'on est dans une période de campagne présidentielle, cette question de l'entreprise EDF, une sorte de fleuron comme ça, à la fois entreprise privée mais qui est détenue en grande partie par l'État. Elle va pas bien cette entreprise. Et même les salariés commencent aujourd'hui à souffrir dans l'entreprise. Ils se sont opposés à l'investissement dans une EDF est un géant au pied d'argile qui a sans doute dormi pendant de nombreuses années sur un capital, sans pour autant penser son avenir, qui a un actionnaire qui est davantage intéressé par du mécano-financier que du mécano-industriel. Et donc, parce qu'il ne suffit pas de mettre des tubulures et faire des recapitalisations de capital. Ça, c'est pas, si vous voulez, c'est pas une stratégie industrielle. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le marché français est sans doute étroit. Qu'est-ce qu'on va exporter demain? On a l'EPR, mais en moyenne puissance, on a l'ATMEA qu'on fait avec les Japonais. En même temps, EDF faisait un projet avec les Chinois. Donc, si vous voulez, on est sur des projets qui peuvent être concurrents. Et sur les petits réacteurs, on n'a pas forcément d'offres et pas forcément. Donc, vous croyez en l'avenir du nucléaire? Quand je vous entends, j'ai l'impression qu'il y a encore un avenir florissant. Au moment où on parle du renouvelable. C'est un choix politique, ce n'est pas seulement un choix économique. C'est un choix d'indépendance. C'est un choix qui a été fait par le général de Gaulle. C'est un choix qui est nécessaire à ce pays. C'est pas seulement. Il y a évidemment des questions d'argent. Évidemment, moi, je comprends les actionnaires privés, mais c'est d'abord une entreprise publique au service d'une stratégie. Et c'est ça qui est au cœur. Et donc, à partir de ce moment-là où on fait le pari du nucléaire, alors effectivement, il faut avoir tout ce qui va avec, c'est-à-dire la stratégie industrielle, faire attention à l'argent du contribuable, se donner des objectifs et ne pas non plus être borné en disant qu'il n'y a pas d'autres énergies ailleurs, il y en a d'autres, et il faut investir massivement sur le stockage pour permettre de rattraper les autres pays dans ce domaine. Barbara, un dernier mot peut-être de la rapporteure de ce texte. Qu'est-ce que vous avez envie que tout le monde le lise, ce rapport, pour s'imprégner des réalités du nucléaire et du parc nucléaire français? En tout cas, ce qu'on partage tous les deux et ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est vraiment un débat politique et un débat citoyen, et il est temps que ce débat, là on l'a pris sous l'angle du démantèlement, mais que ce débat sur l'énergie et sur la question nucléaire soit bien un débat qui soit partagé. Un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est que pendant tellement d'années, on a laissé faire ça à des dits experts qu'il était sans doute. Il y avait une chape, la démocratie et l'expertise, ce sont des choses qui sont différentes. On a besoin d'experts pour éclairer la démocratie, mais c'est important que les citoyens s'en saisissent. Merci à vous quatre. Merci Barbara Romagnan. Ce rapport est à découvrir en ligne sur le site de l'Assemblée. Puis je crois qu'il existe aussi en papier. J'en suis pas sûr d'ailleurs. Je crois qu'il est plutôt en ligne. Merci. À partir de vendredi. À partir de vendredi, député socialiste du Doubs aux côtés de Benoît Hamon. Je l'ai pas précisé. Merci à Julien Aubert. Vous n'êtes pas député du Gard, mais du Vaucluse, député des Républicains. Aux côtés de François Fillon.
Fillon. Aux côtés de François Fillon. Je suis dans l'équipe énergie. Vous êtes dans l'équipe Fillon. Merci à Valérie Faudon qui sourit. Merci de venir sur ce plateau et merci à Yves Marignac de l'association Négawatt. Merci de nous avoir suivis. Demain, justement, on s'intéresse au rebondissement de l'affaire François Fillon. Évidemment, on en parlera sans détour sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Je remercie Hugo, notre sentinelle citoyenne, pour ces questions pertinentes. Bonsoir et à demain.